Depuis longtemps que je me souvienne, je lis. Je lis beaucoup et je lis à peu près tout ce qui me passe par la main. Au début, je lisais les livres qui me tombaient dans la main puisque j'étais dans un internat et je lisais ce qu'il y avait à la bibliothèque de l'internat. Ce n'était pas une bibliothèque très fournie, il y avait beaucoup de livres pour la jeunesse et je lisais ce qu'il y avait là. Et je me souviens d'un auteur, un auteur français des Vosges qui s'appelle Pierre Pelot. Et il avait toute une série, bon à l'époque j'avais 12-13 ans, hein, toute une série sur de western avec un héros qui s'appelle Dylan Stark. Et Pierre Pelot, je le lis encore. Je le lis encore, c'est un auteur français qui a écrit plus de 300 romans et qui écrit dans tous les genres et qui encore aujourd'hui, dans ses dernières publications, m'intéresse toujours. Et ça c'est le plus loin que je me souvienne. Donc je piochais dans la bibliothèque et je lisais tout ce qui me passait, etc. Puis au fur et à mesure, j'ai un peu affiné mes lectures et je me suis intéressé aux auteurs d'Europe centrale, aux auteurs slaves, qu'ils soient russes ou yougoslaves, essentiellement les deux. Ensuite avec une petite incursion vers des auteurs bulgares et roumains. Alors j'ai un problème, c'est que j'ai une mauvaise mémoire et des titres et du nom des auteurs. Ça, j'ai vraiment une mauvaise mémoire, il faudrait que je prépare, que je réfléchisse pendant de longues heures pour dresser un catalogue de tout ça. Bon, évidemment, il y a Vassili Grossman. Vassili Grossman, pour moi, j'ai beaucoup aimé Vassili Grossman. J'ai pris un plaisir immense à lire Vie et Destin, par exemple, et puis ses autres livres plus courts. Là, je viens de racheter une anthologie de Vassili, mais retraduite, que je vais relire pendant les grandes vacances. Il y a cet auteur bulgare, Virgile Georgiou, qui est devenu prêtre à un moment donné, qui a écrit un livre comme Incognito, et qui m'a aussi profondément touché. C'est l'histoire d'hommes seuls au milieu d'une société très dure, très fermée, et qui, dans cette solitude violente, tracent un chemin de bonté et d'ouverture à l'autre. Ça m'a beaucoup marqué. Et à un moment donné, j'ai découvert les poètes chinois de l'époque Tang, les poètes taoïstes, les poètes Chan, comme bien sûr Li Po, Tu Fu, Wang Wei, Han Chan et beaucoup d'autres. Et alors là, depuis, je n'ai jamais cessé de les lire. J'ai eu la chance de les découvrir dans une édition française, c'est les éditions Mundaren. Et ils ont une édition très simple, mais en même temps magnifique. C'est cousu sur le côté, c'est papier blanc, le texte en français, le texte en chinois, idéogramme que je ne peux pas lire. Et alors là, j'ai toute leur collection et c'est tout un univers qui s'est ouvert et dans lequel je plonge toujours. Et suite aux auteurs chinois, ils publient également tous les auteurs japonais de haïku. Ça va de Ryokan à Basho, Issa, enfin, c'est dizaines et des dizaines d'auteurs. Et ça, c'est mon oxygène. Ça, c'est ma nourriture première de lecture. Ce sont ces poésies chinoises et japonaises. Voilà. Mais autour de ça se greffent tous les autres poètes. Je me souviens avoir beaucoup lu les poètes catalans. À l'époque où j'étais étudiant, ma femme faisait des études d'espagnol et donc de fait notre bibliothèque est commune, donc j'avais ces poètes catalans et j'ai plongé dans les poètes catalans, les poètes espagnols aussi, Celaya, plus en Machado c'est fantastique, Machado, Unamuno plus ancien, et ça m'a nourri. Mais je serais par exemple incapable là de vous réciter un poème. Moi, j'en suis incapable. Je lis, ça me rentre, ça nourrit, c'est comme de l'oxygène, et puis après, je l'oublie. Mais je sais que mon corps, mon esprit ne l'oublie pas. Je sais que quelque part, ça a nourri, ça a construit mon être, ma conscience, ma réflexion, mon esprit et mon âme, et que ça rejaillit certainement dans mon comportement au quotidien, je l'espère, mais aussi dans mon écriture. Et puis, je lis aussi beaucoup d'auteurs américains de entre guillemets thrillers, mais en choisissant bien des thrillers qui affrontent la société, qui affrontent le monde contemporain, et à travers, je pense, des histoires policières. En fait, c'est l'histoire des hommes qui se lient. Et ça, j'aime beaucoup. J'arrive à capter à l'intérieur les énergies, les drames humains à travers ces auteurs de thrillers.
qui me plaisent beaucoup et qui me détendent aussi pas mal quand même, parce qu'on ne peut pas passer son temps, je crois, à lire des livres philosophiques, des livres très profonds, etc. Je crois qu'à un moment donné, il faut une vacance aussi, il faut une respiration, il faut de la légèreté. Hein, c'est un jour, je suis un grand ferveur, un grand lecteur du journal L'Équipe. Où le matin, j'essayais de lire L'Équipe, etc. Et c'est mon ami Jacques Echambronner, hein, philosophe, qui me disait, il disait à Nicole, ma femme, il dit, mais tu sais, Nicolas, lis L'Équipe parce que c'est une lecture qui le repose. Ça repose de lire L'Équipe. On lit l'analyse du match de basket, d'une course à pied, etc. Et ça repose. Et ça nous dynamise pour autre chose. Et c'est important, je crois. Et puis, quoi d'autre comme auteur, là, à Brûle-Pourpoint? Peu d'auteurs français. Je ne sais pas trop pourquoi, mais peu d'auteurs français. Alors maintenant, quels sont ceux qui m'ont directement influencé dans mon écriture? Ben, en termes de poésie, quelqu'un comme Guy Vic, que j'ai très peu lu. Guy Vic, j'ai dû lire une dizaine de pages de Guy Vic, mais ça a fait un déclic chez moi. J'étais étudiant à l'époque et je me souviens bien, j'étais dans l'appartement et j'ai lu peut-être 2 pages de Guy Vic et ça m'a déclenché un autre style d'écriture de poésie. Non pas que j'ai abandonné la précédente, mais j'en ai trouvé une nouvelle. Et partant de là, je me suis mis à écrire différemment. Et pour moi, donc, Guy Vic est extrêmement important pour cela. Un autre, c'est un poète belge, William Cliff. Et il s'est passé la même chose avec William Cliff. J'étais en Australie avec Dewey Gorodé en 97. Et nous avions décidé d'écrire une série de poèmes tous les jours sur un thème commun, sur le même thème, et nous écrivions. Et puis bon, au bout du 10e, 15e jour, tous les matins, tous les jours, un poème par moment en sèche. Et là, je lisais à ce moment-là des poèmes de William Cliff. Et sa structure, je me dis, je vais m'appuyer sur la structure de William Cliff. C'était des poèmes en 14 vers, 14 syllabes, disons, plutôt 14 syllabes. Bon, c'est pas commun des vers de 14 syllabes. Et je me suis dit, voilà, ça va m'aider à écrire mon thème du jour en m'appuyant sur cette structure en 14 syllabes. Et effectivement, ça m'a bien aidé. Donc voilà, un auteur qui m'a quelque part influencé. Et puis que je continue à lire parce que j'aime beaucoup William Cliff. Moi, ça me touche beaucoup. Ensuite, difficile de dire quels sont les auteurs qui m'ont inspiré. J'ai lu beaucoup Paul Auster à une époque, milieu des années 80. J'ai bien aimé, surtout sa trilogie new-yorkaise, ça m'a beaucoup plu. Cet auteur yougoslave là, qui a écrit La bouche pleine de terre, un petit livre pas bien épais qui se lit rapidement, que j'ai lu 2 fois je crois, ça m'a... Boris Stepanovic, je ne suis pas certain que c'est Boris d'ailleurs, mais Stepanovic, ça j'en suis sûr. La bouche pleine de terre, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment heurté et là j'ai ressenti le mouvement dans ce texte-là. Dans ce texte-là, il y a du mouvement, c'est l'histoire d'un homme qui marche, qui court, qui dévale une colline parce qu'il est poursuivi, mais il n'est pas certain d'être poursuivi, mais il a la sensation de la poursuite, et le mouvement est dedans, et ça m'a beaucoup touché, et je crois que ça m'imprègne dans l'écriture. Sinon, l'autre influence, alors là qui dépasse l'influence de l'écriture, c'est toute la musique qui naît dans les milieu des années 60, et qui va jusqu'à, allez, je suis gentil, jusqu'à 75. C'est cette décennie musicale de 65 à 75, pour moi, a nourri ma connaissance et ma perception du monde, a nourri ma vie, en quelque sorte. J'avais 15 ans quand j'ai découvert cette musique et ça m'a vraiment nourri. Je sortais de l'internat à ce moment-là, je quittais l'internat, un petit internat dans un petit village à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, d'où on ne partait que tous les 4 ou 6 mois. Et là, je quittais cet internat parce que j'avais fini le collège et je découvre cette musique avec Woodstock, dont c'est le 40e anniversaire ces jours-ci. Et je découvre tous, Jimi Hendrix, Jefferson, Janis Joplin, etc. Et là, moi, c'est une nouvelle naissance. Je découvre un monde, je découvre le monde, je crois. Et c'est à ce moment-là, je crois, que j'ai eu conscience que le monde existait. Qu'il y avait l'horizon, mais que l'horizon, eh ben, il tourne. Et que je marche à l'horizon, je tourne et je rentre dans le monde. Et c'est là que j'ai découvert le monde. Et partant de là, tout a suivi. La pensée taoïste, l'existentialisme, les poètes chinois, l'existentialisme pas trop longtemps, etc. etc. Ça a été un moment très important pour moi, cette découverte. Mais il faut songer que je suis dans une toute petite île, Nouvelle-Calédonie, 20 000 km. À l'époque, il fallait 3 jours en avion pour arriver de France. On n'avait pas les disques. Et pourtant, on arrivait à trouver cette musique. Et là,
c'était une explosion extraordinaire, quoi. Hein, ça a été vraiment quelque chose d'important. Et je crois que c'est ça qui nourrit encore mon écriture, c'est que certes je suis calédonien, je vis dans ce lieu de la Nouvelle-Calédonie, mais je vis aussi dans le monde. Je vis aussi dans le monde. Je vis à Nouméa. En fait, je suis né à Nouméa. Et bon, dès ma naissance, nous sommes partis en France, mais et après je suis revenu à l'âge de 5 ans et depuis je vis à Nouméa. Et là, je vis depuis 20 ans dans le même quartier. C'est un quartier qui s'appelle le Faubourg Blanchot. C'est un très vieux quartier de Nouméa. Et c'est une grande rue qui part pratiquement du centre-ville de Nouméa et qui conduit jusqu'à la mer. Et donc si on prend cette rue qui s'appelle la rue de Port-des-Pointes, j'arrive jusqu'à la mer. Et de cette rue partent des perpendiculaires qui vont dans des petits, pas des quartiers, mais des petits carrés de maisons. Et on a dans ce quartier du Faubourg Blanchet de très vieilles maisons coloniales. Très anciennes maisons coloniales qui datent du début du siècle, du XXe siècle je parle, et peut-être certaines maisons datent de la fin du XIXe siècle. Et je vis donc dans une maison qui est située à la rue Boirat. Alors ce qui est assez amusant, c'est que la rue Boirat, elle est nommée du nom du grand chef de Yingen, de la région du nord de la Nouvelle-Calédonie, qui était grand chef lorsque les premiers Européens viennent s'installer. Et dans ces premiers Européens, il y a mon ancêtre, qui s'appelle Jean Taragna. Et lorsque Jean Taragna, avec Monseigneur Douard, s'installe du côté de Balade, dans la région, il y a le grand chef Boirat. C'est marrant que moi j'arrive vite à la maison. Mais plus extraordinaire encore, c'est que je travaille pas loin du Faubourg Blanchot dans un autre quartier qui s'appelle la Vallée des Colons. Et le lycée dans lequel je travaille est situé rue Taragna. Alors c'est un hasard, je travaille dans la rue de mon ancêtre et j'habite dans la rue de Boirat qui a, entre guillemets, accueilli mon ancêtre à l'époque. Dans ce quartier, donc le quartier où j'habite, le Faubourg Blanchot, j'habite disons une maison qui est à moitié ancienne, de bois, et en partie récente, parce qu'on a été on a été conduit à agrandir cette maison et on l'a agrandie avec du béton pour faire des sanitaires convenables, pour faire une buanderie, et puis ensuite on a construit un étage supérieur en bois. Hein. Et de cette maison, du balcon là-haut, je peux voir la mer et je peux voir toute une partie, la partie sud du quartier du Faubourg Blanchot. Et ce quartier est intéressant parce que c'est pas essentiellement un quartier résidentiel, puisque tout au long de cette rue de Port-des-Pointes, on trouve des maisons, on trouve des commerces, mais on trouve beaucoup de commerces. Peut-être, je ne vais pas vous donner un nom parce que ça ne vous dira rien, mais disons que la rue fait peut-être un bon kilomètre, il y a peut-être une quinzaine de commerces. On trouve des restaurants tout le long de cette rue, on trouve des ateliers de mécanique, des mécaniciens, des réparateurs, hein. On trouve des ateliers de verre, on trouve des vendeurs de bicyclettes, des vendeurs de motos. Qu'est-ce qu'on trouve encore? On trouve un centre culturel, la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie, tout récemment ouvert. On trouve des boutiques de prêt-à-porter. On trouve des bars, bien entendu. Donc il y a une vie assez intense le long de cette rue. C'est pas seulement une vie où on habite, c'est aussi une vie où on travaille. Et donc lorsqu'on marche à pied, ben, on rencontre des gens de toutes sortes. Et dans ce quartier également, il y a juste au-dessus de chez moi le quartier des les bâtiments des Petites Sœurs des Pauvres. Les Petites Sœurs des Pauvres, c'est un repère à Nouméa, puisque ces Petites Sœurs des Pauvres ont été créées, et elles ont créé une maison d'accueil pour accueillir les vieux bagnards qui, alors qu'ils étaient libérés, eh bien, étaient en fin de vie et étaient seuls. Et ben, ces petites sœurs ont créé cette maison pour accueillir ces vieux bagnards, pour qu'ils vivent leurs derniers jours, non pas abandonnés dans la rue, mais qu'ils aient une maison. D'ailleurs, cette maison s'appelle Ma Maison. Alors maintenant, elle accueille des vieilles personnes qui ne peuvent pas rester chez elles, ou dont les parents les familles n'ont pas les moyens, donc ils les mettent à Ma Maison. Mais à l'origine, c'était pour accueillir les vieux bagnards. Hein. Et puis à côté de cette Ma Maison, il y a la maison de l'évêque. Alors ouais, je suis bien protégé parce que j'ai l'évêque qui me protège, j'ai l'ancêtre Kanak Boirat là qui me protège aussi. Puis si j'ai un problème, j'aurai ma maison où je pourrai finir mes jours. Voilà, ça c'est mon quartier. Et pas loin du Faubourg Blanchot, je travaille à la Vallée des Colons. La Vallée des Colons, c'est aussi mon quartier pour deux raisons, parce que j'y travaille depuis 25 ans, mais c'est parce que c'est le quartier ancestral de la famille. Et à 200 mètres du lycée où je travaille, il y a la maison de Taragna dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est mon arrière-grand-père. Et dans cette maison, ma mère est née dans cette maison, qu'on peut voir d'ici d'ailleurs. Ma mère est née dans cette maison. Et puis, et moi, je suis né dans cette maison aussi. Et je suis né dans le lit de ma mère.
Et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Et ensuite, il a fallu déménager pour des raisons familiales. Mais depuis mon lycée, je vois ma maison familiale, si vous voulez, qui a été revendue il y a une dizaine d'années, qui a été rachetée par l'administration. Mais voilà, donc quelque part, entre Faubourg Blanchot et Vallée des Colons, eh ben, j'ai toute ma vie calédonienne. Et ce sont de vieux quartiers de la Nouvelle-Calédonie, des vieux quartiers de Nouméa, qui sont chargés de beaucoup de vie, de beaucoup d'histoire, qui sont pas loin du centre-ville. On peut y aller à pied, on peut aller au centre-ville à pied. En un quart d'heure, on est au centre-ville, là où il y a les bibliothèques, les quelques librairies, le cinéma, les commerces, etc. Et on n'est pas loin de la sortie de la ville, puisque en un quart d'heure en voiture, je suis déjà à la sortie de la ville. Et on n'est pas loin des plages non plus, des plages du sud ou des plages du nord, puisqu'on peut même y aller à pied. Donc quelque part, c'est un quartier qui est bien situé, et puis je crois que les anciens, lorsqu'ils ont décidé de s'installer dans ces environs, avaient bien choisi. Voilà à peu près mon cadre de vie à Nouméa. Mais j'ai vécu ailleurs aussi. Je suis né à Nouméa en décembre 1955 et quelques mois après ma naissance, ma mère, avec mon frère et ma soeur, nous sommes repartis en France, où mon père était resté. Mon père est yougoslave, réfugié à Paris suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lui, il a préféré être démobilisé à Paris parce que voilà. Et bon, pour des vicissitudes familiales, ma mère est venue accoucher à Nouméa, mais très vite, nous sommes repartis à Paris. Et mon enfance, mes 5 premières années de vie, se sont passées enfin en France. Et nous habitions, plus loin, je me souviens, nous habitions le quartier de Stein. Et les Steins, si je me souviens correctement, si je sais correctement les choses, ce sont les premières banlieues avec des barres d'immeubles. En 55, 56, 57, et nous habitions là, et c'est un peu ce que je me souviens. On n'était pas loin d'un aérodrome qui s'appelle le Bourget. Je me souviens qu'avec mon père, lorsqu'il y avait le salon de l'aviation du Bourget, nous montions sur la toiture, la terrasse de l'immeuble, et on regardait les avions décoller du Bourget, parce qu'à l'époque, ni Orly ni Roissy n'existaient. Le Bourget, c'était le grand aéroport de Paris, et on n'en était pas loin, et on voyait, on regardait ça. Je me souviens aussi qu'il y avait de l'herbe autour des bâtiments, et que mon père nous initiait au football. En tant que Yougoslave, le football était une religion, et mon frère qui est mon aîné, il nous initiait au football, et moi j'avais tendance à attraper le ballon avec la main, et il me disait jamais toucher ballon avec main, ballon avec pied toujours. Et moi, au fond de moi, je me dis oui, mais le gardien de but, il le touche bien avec les mains. Et ce qui fait que moi j'ai été gardien de but après. J'étais pas vraiment, je jouais au football comme tout le monde, mais moi j'étais gardien de but. Et puis ensuite j'étais basketteur, et là j'avais franchement le ballon dans les mains, et je suis toujours basketteur. Voilà. Et alors dans cette époque-là, de ces 5 années, je me souviens avoir été à Sarajevo. Parce que mon père n'allait plus en Yougoslavie, il n'avait plus le droit d'y aller. Mon père était apatride, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de passeport, mais il avait une autorisation de voyage pour le monde entier, à l'exception de la Yougoslavie. Les apatrides, c'est ce qu'ils sont. Et donc mon père n'est jamais retourné en Yougoslavie. Par contre, il a gardé bien entendu le contact avec sa mère. Son père est mort très rapidement après la guerre, et avec ses sœurs. Et donc on a été 2 fois à Sarajevo quand j'étais petit. Une fois en 58, mais ça j'en ai aucun souvenir. J'étais vraiment petit, je vois des photos actuellement. Non, j'étais encore plus petit, ça devait être 57, je devais avoir à peine 1 an et demi. Je vois les photos, donc j'ai aucun souvenir. Mais je me souviens de notre voyage en 1960 à Sarajevo, et là je m'en souviens bien, j'ai des flashs, des belles souvenirs, notamment par exemple le fromage. En Yougoslavie, il y a un fromage qu'on mange qui s'appelle le kaymak. Je me souviens qu'il fallait tout le temps manger le kaymak. Je détestais ça à l'époque. Sauf que quand j'y suis retourné il y a 5 ans, j'ai adoré le kaymak, évidemment. Mais je crois que c'est pas un fromage pour des petits, c'est un fromage pour les adultes. Mais il y a cette image-là, il y a cette image de l'hiver, puisqu'on y était retourné en hiver. Et puis toute cette famille-là qui était tout le temps là, à nous donner à manger. Et puis un cousin qui m'avait initié à un jeu. Je me souviens, on était là, puis il m'avait appris un jeu. Et ce jeu, c'est tout bête, c'est le jeu pile ou face. Je pile. Il me dit regarde, et puis il m'a initié à ce. Et ce cousin, je l'ai retrouvé quand j'y suis retourné en 78, j'avais quoi, en 78, 23 ans. Et j'ai retrouvé ce cousin, Veïd, et on a parlé de plein de choses. Et Veïd, lui, s'est échappé de Sarajevo lors du siège de 92 à 95. Veïd a fui, il a été, c'est plus compliqué que ça, mais bref, il s'est retrouvé réfugié, et il est maintenant réfugié à Dijon,
Mais c'est un drame, hein. C'est un drame ce siège de Sarajevo. Vous voyez, partant de la petite enfance, je ne peux pas m'empêcher de parler de Sarajevo parce que je crois que ma petite enfance, ces 5 années-là ont été baignées par la Yougoslavie. Et je m'en suis rendu compte quand je suis revenu ici, donc en 1961, ma mère s'enfuit du domicile conjugal à Paris avec ses 3 enfants. Elle s'enfuit, j'ai raconté cette fuite dans une nouvelle. Et la nouvelle dit ceci: quand on est petit, on rêve tous d'être transporté en une fraction de seconde dans un autre monde. Ça n'arrive jamais. Sauf qu'à moi, c'est arrivé. Et ça s'est effectivement passé comme ça. Je vais vous raconter. J'étais donc en maternelle, je vais avoir 5 ans. Je me souviens parfaitement. C'était l'heure de la sieste, midi, midi et demi, je suppose. Et je dormais la tête sur le pupitre. Et je me souviens de la maîtresse qui me vient, qui me réveille. Elle me dit: Nicolas, je me réveille, je lève la tête. Elle me dit: Nicolas, il y a ta maman là. Je me lève, je vais voir ma maman. Elle me dit: viens Nicolas, on s'en va. On monte dans une traction, Citroën traction noire. Nous partons au Bourget. Nous montons dans l'avion et nous arrivons à Nouméa. Voilà, tout ça dans une continuité, sans repasser par l'appartement, sans repasser. Et donc c'était ça, c'est exactement ça. Je me réveille et je me retrouve, voilà, à 20 000 km, à cette maison de la baie des Colons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, ça c'est un souvenir très fort. Et j'arrive ici donc à 5 ans. Je vis dans cette grande maison de la baie des Colons et là il y a toute la famille de ma mère qui nous entoure. Certains nous regardent un peu de travers, les cousins nous regardent un peu de travers, qui c'est ceux-là qui débarquent de France, etc. Ils ont un drôle de nom d'abord, Kurtovic aujourd'hui, tout ça c'est répandu, mais à l'époque, dans les années 50, en Nouvelle-Calédonie, un nom avec Kurtovic, ils n'arrivaient même pas à le prononcer. Donc qui sont ces 3 enfants qui débarquent, qui ne nous ressemblent pas, etc., qui ont un accent, etc. Donc bref, ceci étant, la vie étant ce qu'elle est. Et puis une vie difficile parce que ma mère n'avait pas de travail à Nouméa, il a fallu qu'elle trouve un travail. Petit travail, donc peu d'argent, donc difficultés financières, et puis à un moment donné des difficultés de logement et pas de père puisque mon père était resté en France, donc ça c'était assez difficile, assez dur à vivre, j'y repense, et on se sentait étranger, on se sentait comme réfugié. Pourtant je suis vraiment calédonien parce que mon ancêtre c'est quasiment le plus ancien. Jean Tarania arrive ici en 1843. Il n'y a pas plus ancien européen en Calédonie que Jean Tarania. Eh bien, c'est mon ancêtre. Donc je suis vraiment un très vieux Calédonien. Et pourtant, le sentiment, je crois, que j'avais en arrivant ici en 60 et que j'ai gardé des décennies, c'est le sentiment d'être réfugié. C'est maintenant que j'arrive à le formuler. Maintenant c'est passé, mais je crois que j'ai toujours vécu mes premières années comme ça. Voilà, c'était assez surprenant. Et en plus, au fur et à mesure que je réalisais mon accroche slave, mon accroche de Yougoslavie, et bien ce sentiment d'avoir une double vie, d'une double existence, une existence calédonienne mais aussi une existence slave finalement, sans parler la langue, sans rien en connaître, mais avoir mon imaginaire qui me portait vers Sarajevo. En plus c'est un nom mythique quand même, parce que très rapidement on arrive à l'école, on apprend l'histoire, on apprend la guerre de 14-18, on apprend l'attentat de Sarajevo, mais moi Sarajevo c'est mon histoire. Alors que dans la classe c'est l'histoire de personne, sauf que c'est la mienne. Et je suis le seul dans la classe à qui ça parle. Et donc j'ai un peu ce sentiment-là. Et ça a été. C'est pour ça que moi très rapidement j'ai senti que la Calédonie c'était un petit espace, mais que au-delà de la Nouvelle-Calédonie, il y avait le monde entier. Et j'ai toujours eu cette conscience renforcée quand en 70 je rencontre la musique pop, mais ça n'a fait que déclencher quelque chose qui existait déjà chez moi, la conscience du monde, et la conscience qu'on est de plein pied dans le monde, voilà, et moi c'était mon expérience, pas mon expérience, mais ma diagonale yougoslave, ma diagonale slave, et de là mon intérêt pour les auteurs slaves, etc. Hein, et c'est tant mieux. Voilà un petit peu la petite enfance, et puis après ça a été à 10 ans le départ sur Bourail, pendant 5 ans en pension, un autre exil en quelque sorte, hein. Et là pendant 5 ans j'arrive en brousse, c'est-à-dire c'est plus la ville où j'avais finalement tant bien que mal fait mon trou en 5 ans, je me retrouve à Bourail, au centre de la Nouvelle-Calédonie, et là Bourail à l'époque était à 4 heures de Nouméa, aujourd'hui c'est à 1h30, donc c'est vite fait, c'était à 4 heures à l'époque, et là je me retrouve entouré de gens de brousse, qui dit qui c'est celui-là qui arrive de Nouméa, donc encore une fois 5 ans d'exil, et là encore on fait bloc avec mon frère et ma soeur, et puis finalement on fait notre trou aussi là-bas, hein, évidemment, parce que la vie étant... Et finalement c'est bien cette expérience de l'internat à Bourail, parce qu'à Bourail, arrivaient des gens du nord, du sud, des îles Loyauté, des Kanaks, des Wallisiens, des Européens, des Chinois, et moi j'ai pu rencontrer, si vous voulez, la pluriethnie calédonienne, pas que moi,
tous les gens qui étions à Bourail, nous avons eu la chance de rencontrer la pluriethnie calédonienne là-bas à Bourail. Plus extraordinaire aussi, c'est qu'au milieu de cette pluriethnie, c'était les curés c'était le collège des curés, mais ces curés étaient canadiens. Donc nécessairement, leur discours, quand on parlait, ils nous emmenaient au Canada. Et donc, encore une fois, nous tous qui avons vécu cet internat de Bourail, on a aussi vécu le monde par l'intermédiaire des discours des curés canadiens qui nous parlaient du Canada, de l'Amérique. C'était l'époque de, là encore une fois, c'est l'anniversaire de On a marché sur la Lune, hein, c'était 40 ans aussi, Armstrong, etc. Nous, on était en plein dedans, alors les curés canadiens, ils nous en faisaient une tartine hein, sur l'Amérique, etc. Donc, voilà un peu mon enfance, c'est à la fois ici, mais en même temps, la conscience, très rapidement, la conscience que le monde ailleurs existe, et que j'en fais partie et que je dois appréhender et attraper ce monde pour être pleinement un terrien finalement. Première écriture, c'est tout simplement recopier les poèmes de Verlaine. J'étais en 3e dans cet internat de Bourail là-bas, et puis bon cours de français, Verlaine. Et je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi finalement, parce qu'on aborde Verlaine et on aborde ce fameux poème de Verlaine qu'il écrit lorsqu'il est en prison et qu'il voit la lune est par-dessus les toits comme un point sur un i, parce qu'il voit ça de sa prison. Évidemment j'étais à l'internat, nous nous sentions en prison, en internat. Évidemment le poème de Verlaine, je suppose qu'il a dû me parler à ce moment-là et je me souviens très bien. Je me revois recopier ces poèmes de Verlaine et les scotcher à l'intérieur du pupitre, parce que le pupitre se levait comme ça, puis dedans on avait nos affaires. Et à l'intérieur, j'avais scotché les 2 poèmes de Verlaine que j'avais appris, que j'avais recopiés. Je ne les ai jamais appris par cœur d'ailleurs, mais je les avais recopiés. Et puis à partir de là, l'année se termine, je retourne à Nouméa, je rentre en seconde, et je me mets à écrire de la poésie. Je me mets à écrire des poèmes. Parce que concomitamment, je découvre la pop musique. Bob Dylan, Neil Young, Jimi Hendrix, Country Joe McDonald avec cette fameuse chanson à Woodstock sur la guerre du Vietnam, etc. Et très vite, de plein pied, je rentre dedans. Et je lis les textes, et là, moi, ça déclenche en moi le désir d'écrire également, d'écrire mes textes également, et donc je me mets à écrire de la poésie. Une partie de la poésie vis-à-vis d'une jeune fille, bien entendu, j'ai 15 ans, comme tout le monde l'a fait, et puis une autre partie de la poésie, déjà plus une interrogation sur ce que nous sommes, où va la société, une poésie déjà critique, un peu rebelle, contestataire, etc. Et là, je commence à écrire. Et je n'ai jamais cessé d'écrire de la poésie depuis ces mois de, mars-avril 71. Mars-avril 71, voilà, j'ai perdu ces premiers textes. Les originaux, je les ai perdus. Hein. Mais je sais que c'est à cette époque-là que je commence à écrire. Et puis, à partir de là, je n'ai plus jamais cessé. Et puis, un professeur, une fois en terminale, me convainc d'éditer. Et donc, on rassemble une dizaine de poèmes. Et puis, je vais voir une tante qui a beaucoup d'argent à Nouméa et je la convainc de financer mon livre. À l'époque, c'était 25 000 francs, donc 200 $ américains. Hein. Et elle me les donne, bien entendu. Et puis, alors c'est surprenant parce qu'elle me les donne en souvenir de ma mère et de mon père. Même pas en souvenir, parce qu'elle voit toujours ma mère, mais en pensant à mon père et à ma mère, elle me dit tiens voilà Nicolas, fais ton livre, etc. C'est une petite plaquette que j'ai tirée à 200 exemplaires, qui s'appelait Sloboda. Et là donc très vite je prends mon prénom yougoslave, je m'appelle Nicolas et mon prénom yougoslave c'est Slobodan. Et très vite je prends Slobodan, non pas comme pseudonyme, comme titre de mon premier recueil de poèmes. Et donc voilà, je le publie en 73, et puis je continue à écrire de la poésie tout le temps. Je n'ai écrit que de la poésie jusqu'aux années 80. Et puis je pars en France, je continue à écrire. C'est là donc la rencontre avec le Guy Yvick en tant que structure poétique. Moi, je n'ai pas fait d'études littéraires, je ne suis pas littéraire, donc j'ai de grandes difficultés à parler, à analyser des textes et à parler de structure des textes. Hein. Je n'ai pas le vocabulaire qui va avec ça, etc. Enfin bref, n'importe. Et donc, voilà, et je continue à écrire de la poésie, je rentre sur la Nouvelle-Calédonie et je publie un autre recueil de poèmes en 1983 aux éditions de Saint-Germain. Et là, depuis 1983, je publie pratiquement tous les ans un recueil de poèmes, ou de nouvelles, et puis de théâtre. Et puis, petit à petit, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est l'influence d'un auteur tchèque, qui s'appelle Gustav Meyrink. J'avais lu un livre de Gustav Meyrink qui s'appelle Le Golem et une série de nouvelles et ça m'a donné envie d'écrire une nouvelle.
Et donc là, j'ai écrit une nouvelle, et puis en écrivant une, j'en écris deux, et ensuite j'ai écrit régulièrement des nouvelles. Puis j'ai publié le premier recueil de nouvelles qui s'appelle Forêt, terre et tabac. Alors, écrit à Lifou, parce que j'ai vécu 5 ans dans l'île de Lifou, qui est une petite île au large de la Nouvelle-Calédonie, essentiellement habitée par une population mélanésienne. J'étais professeur dans un collège, et dans ce collège, la totalité des élèves étaient mélanésiens, et sont encore mélanésiens, Kanak. Et moi, j'étais le professeur d'histoire-géographie, Nicole était professeur d'espagnol, j'étais le directeur. Et là, j'ai écrit cette nouvelle Forêt, terre et tabac, donc par référence un peu à certains aspects de la vie Kanak, la forêt, la terre, le tabac. C'est l'histoire d'un ami et qui maintenant est professeur dans ce lycée de philosophie. C'est ce fameux ami qui disait à Nicolas lis l'équipe parce que ça le détend. Donc voilà. Et bon, puis là ensuite les recueils de nouvelles s'en suivent. Toujours en écrivant de la poésie, parce que la poésie c'est mon chemin de connaissance. C'est par la poésie que j'appréhende le monde, c'est par la poésie que j'appréhende mon humanité. C'est en pratiquant la poésie que je progresse en tant qu'être humain, à la fois sur le plan émotionnel, mais également sur le plan spirituel et sur le plan humain. Les nouvelles, le roman, le théâtre, c'est davantage pour raconter, pour dire, pour parfois dénoncer, pour exposer, peut-être parfois pour analyser dans certains textes d'analyse que j'ai également fait. Mais la poésie, c'est autre chose, c'est vraiment un chemin de connaissance. Si je parlais en japonais, je dirais que c'est un do, comme dans Aikido, la voix. Hein, c'est une voix de vie, la poésie. Hein, donc voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai écrit également du théâtre parce que j'étais coincé. J'avais une histoire à raconter. Cette histoire démarrait à Lifou, mais elle me permettait d'aborder la question de la responsabilité vis-à-vis de la colonisation. Il s'agissait de se poser la question suivante: est-ce que moi, aujourd'hui, moi, Nicolas Kurtovic, je suis responsable de la colonisation perpétrée par mon ancêtre Jean Tarania et mon autre ancêtre Egen? Autrement dit, est-ce que nous, les Européens d'aujourd'hui, pouvons, devons porter et donc assumer, subir, je dis bien subir, l'acte colonisateur de nos ancêtres? Je dis pourquoi subir? Parce que devant nous, vivre le jugement porté là-dessus. Et je voulais traiter cette question. Et j'ai essayé par la poésie, évidemment c'était pratiquement, je n'y arrivais pas, les nouvelles non plus, et il me restait le théâtre, et puis par chance j'ai commencé, je me souviens la première réplique de la pièce, c'est « Nous avons une prisonnière », et là j'ai pu enchaîner les scènes les unes après les autres et aboutir, et donc pouvoir étudier cette interrogation, cette question sur la responsabilité. Suis-je responsable des actes de mon père encore? Et conséquemment, dois-je être puni des actes de mon père? Alors c'est pas si simple, a priori on peut dire ben non, c'est mon père qui a fait ça, c'est pas moi. C'est pas si simple. Je crois que ce n'est pas si simple, surtout si on se met dans une autre conception de la vie que la conception que nous avons nous en Occident, en Europe, si on se met dans une autre conception de la famille par exemple, si on se met dans une autre conception de la responsabilité, et tout simplement si on se met dans une autre conception du salut. Y a-t-il un salut individuel? Et pourquoi n'y aurait-il pas de salut que de salut collectif? Il me semble que nous, Européens, nous mettons en avant le salut individuel. Mais d'autres sociétés mettent en avant l'impossibilité du salut individuel parce qu'il ne peut exister qu'un salut collectif. Et si on accepte cette réflexion-là, à ce moment-là, on regarde la notion de ce que je fais, ce que mon père a fait et les conséquences différemment. C'est ça que j'ai voulu traiter à travers cette pièce de théâtre qui s'appelle Le Sentier. Et puis de là, j'ai continué à écrire d'autres théâtres parce que ce que j'aime avec le théâtre, c'est l'immédiateté de l'interrogation. Voilà. Puis comme j'avais la possibilité, j'ai toujours la possibilité de faire jouer les pièces que j'écris, eh bien, autant les écrire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quant au roman, par chance aujourd'hui ou avant-hier est sorti mon nouveau roman qui s'appelle Les Heures Italiques. J'avais cette histoire quand même, qui est née ici en fait, c'est marrant. Là on est dans le lycée d'Okamo. Derrière vous avez cet arbre bois noir qu'on a planté il y a une dizaine d'années. Le premier roman, Good Night Friend, est né exactement à cet endroit-là. Il est né lorsqu'une de mes élèves, Léa, a gagné le championnat du monde de Va'a. Le Va'a, c'est la pirogue polynésienne. Elle était championne du monde, tout en étant élève de terminale ici. Et lorsqu'elle est revenue, elle est venue au lycée, là, et sans rien lui dire, on avait informé sa classe. Et sa classe était au balcon, là. Sauf que quand Léa a commencé à descendre les escaliers ici, c'est tous les élèves qui sont sortis de toutes les fenêtres. Et qui ont acclamé, qui ont dit son nom, qui l'ont applaudi. Elle s'est mise à pleurer sur les maîtres. Et moi, ça m'a choqué, mais dans le bon sens du terme. Et
cette fille, elle donc était championne du monde, c'est pas rien. Et la même année, elle passe son bac. Et ça, je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Et j'ai voulu écrire une histoire qui mettait en avant la capacité de ces jeunes femmes calédoniennes, ces jeunes femmes océaniennes, mais également européennes, à surmonter les difficultés et à aller de l'avant et à réussir leur sport, leur vie de femme, de jeunes femmes et leur vie professionnelle. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit Gunnar Hanfijn, qui ne raconte pas l'histoire de Léa, hein, mais l'impulse. Et c'est ça j'y tiens beaucoup, c'est qu'au départ d'une écriture, il y a une impulse. Il y a quelque chose d'infinitésimal qui va donner une impulse. Ensuite, l'esprit fait le reste, construit à partir de cette impulse. Mais sans cette impulse, il n'y a rien. Et voilà, pour ce roman, c'est cet impulse de Léa. Pour d'autres, c'est tout simplement un coup dans le dos. Je vous parlais de la pièce de théâtre tout à l'heure. Et bien, l'impulse de cette pièce de théâtre, c'est tout simplement un coup que j'ai reçu dans le dos et qui m'a fait mal pendant très longtemps. Et bien, à chaque fois que je repensais à ce coup et que je ressentais la douleur, voilà, j'avais l'impulse d'écrire quelque chose. Voilà comment naissent une bonne partie de mes textes. Hein, voilà, quelque chose se passe. Et voilà, par exemple, j'ai écrit une nouvelle autour de mon père, qui parle de lui, en même temps du football et de ma relation à lui. Tout simplement parce que lorsqu'il est mort, on était chez lui à Poitiers, et puis bon, il a fallu ouvrir son armoire et puis voir ce qu'il y avait. Et il y avait un costume. Et mon frère me dit, tiens Nicolas, le costume de papa, essaye-le. Et je lui dis non, papa était beaucoup plus grand, plus fort que moi, ça sert à rien, je l'essaye. Et je l'essaye, et il était trop petit pour moi. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait mon père était moins carré que moi. Alors que je l'ai toujours vu, vous allez me dire c'est l'image de tout le monde de son père. Oui et non quand même, parce que moi je l'ai revu longtemps, après en tant qu'adulte je le voyais, donc quand même. Et ben voilà, et partant de ça, je me dis tiens, et là j'ai été surpris, et ça m'a donné cet impulse pour cette nouvelle-là. Bon, qui me permet également d'aborder d'autres questions. Par exemple, l'ironie. Mon père n'a quasiment jamais vécu en Nouvelle-Calédonie et c'est là qu'il est enterré. C'est ce Yougoslave qui a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans à Sarajevo, qui part faire la guerre, qui est démobilisé à Paris et qui ne retournera jamais de toute sa vie à Sarajevo, ni en Yougoslavie, se retrouve enterré à 20 000 km, pays où il n'a quasiment jamais mis les pieds. C'est absolument incroyable, quoi. Voilà pour certains textes. L'insularité, en ce qui me concerne, j'ai d'abord ressenti comme un éloignement. Je me suis senti éloigné, loin de certaines situations, de certains événements que je savais exister, mais qui étaient loin de moi. Ça, je l'ai rapidement senti. Et pour moi, l'insularité, c'est avant tout cela. On est loin de quelque chose que l'on connaît, de quelque chose que l'on aime, de quelque chose que l'on a envie de toucher, d'événements auxquels on a envie de participer. On est loin de cela. Mais ça ne s'arrête pas là. D'abord, cet éloignement va en diminuant. L'éloignement que je ressentais en 1960 n'a rien à voir avec l'éloignement de 2010, pour la bonne et simple raison, c'est que l'éloignement, c'est du temps. Certes, c'est une distance, cette distance ne changera jamais, par contre le temps change. En 1960, pour aller en Europe, il nous faut grosso modo 3 à 4 jours. Aujourd'hui, il nous faut pile poil 23h30. Et encore, je ne compte pas le décalage horaire, puisque je gagne du temps en arrivant. Donc cet éloignement a fortement diminué, mais il a fortement diminué dans nos esprits. C'est-à-dire qu'il est très simple, maintenant on envisage facilement d'aller en Europe pour 4 jours et de revenir. Moi je l'ai fait une demi-douzaine de fois, de partir en France 4 jours et de revenir. En 1960-70, il était hors de question d'envisager cela, tout au moins pour le commun, le Calédonien commun. Je ne dis pas pour les hommes politiques, etc., c'est autre chose, mais pour nous, les hommes du commun, ça paraissait impossible. Donc cet éloignement est toujours vrai, mais il a beaucoup moins de poids aujourd'hui dans mon appréhension, dans mon vécu de l'insularité. J'ai également vécu l'insularité. Pourquoi j'emploie le passé? Parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que je n'ai plus d'insularité. Que, entre guillemets, il n'y a plus d'insularité. C'est-à-dire que pendant longtemps, la mer, l'océan, était une vraie frontière, était un véritable obstacle. Aujourd'hui, j'ai bien du mal, moi, à ressentir l'océan qui m'entoure comme un obstacle. Je ne parle pas d'Internet, alors là, c'est la tarte à la crème, mais ça n'empêche que c'est une réalité. Ça n'empêche que c'est une réalité, donc ça annule complètement les distances.
les avions qui vont de plus en plus vite, les prix sont de plus en plus chers, c'est entendu, mais bon, la volonté est également de plus en plus forte. Donc la volonté peut parfois aller au-delà des prix, puisque vous connaissez l'affaire. Donc j'ai du mal à me ressentir éloigné, même insulaire. Je ne vois plus trop ce que ça veut dire pour la Nouvelle-Calédonie, compte tenu des fréquences de relations, etc. Ceci étant, si je m'arrête 5 minutes et que je discute avec un Européen, ou un Américain, ou même un Australien, je me dis, c'est vrai que je suis en Europe, je prends la voiture et puis je roule. Et j'ai le monde à ma portée. Ici, je suis encore tributaire d'un tiers, à savoir la compagnie d'aviation ou la compagnie maritime. Là, je suis tributaire de ces tiers-là. Dans les autres continents, je ne suis tributaire d'aucun tiers, que de moi-même. Certes, ça crée... L'éloignement existe encore malgré tout. L'insularité, c'est aussi, je crois, la possibilité que j'ai de retourner sur mon petit groupe, sur ma petite communauté. Je crois que c'est ça aussi l'insularité. C'est la possibilité, si je le veux, de me centrer et de me concentrer sur la communauté calédonienne, puisqu'il s'agit de Calédonie ici, hein, c'est cette possibilité que j'ai là. Si je suis au Vanuatu, c'est la possibilité de me centrer sur le Vanuatu. Ça, c'est l'insularité aussi. Le continent, j'aurais du mal. J'aurais du mal parce que, comment vous dire, dans un continent, il me semble que c'est pas seulement vous qui pouvez aller à l'extérieur, au-delà de vous, c'est l'extérieur de vous qui vient en vous. Ici, peu vient de l'extérieur, malgré tout. Donc je peux dresser momentanément une espèce de barrière, ou une espèce de porte que je ferme à l'extérieur et me recentrer sur moi-même, recentrer sur ma communauté, sur ce qui se passe ici, etc. Alors c'est intéressant, parce qu'on y découvre des richesses, parce qu'on y vit des richesses, mais il faut garder conscience que ça peut devenir un enfermement. Et en ce qui me concerne, maintenant, d'autres personnes peuvent aimer l'enfermement, hein, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, je crois que j'étoufferai si je ne garde pas la conscience que la porte ne doit jamais être fermée complètement à l'extérieur. Voilà, l'insularité, c'est aussi mon vécu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui me dépasse, c'est-à-dire c'est aussi comment je suis perçu par les autres. Ça n'empêche qu'en tant qu'auteur, lorsqu'en Europe, en France, on me connaît comme auteur, on me nomme comme auteur insulaire. Et ça, que je le veuille ou non. Donc l'insularité, c'est une question qui concerne l'insulaire, mais c'est aussi une question qui concerne les non-insulaires. Parce qu'on est nommé insulaire, quand bien même je n'ai pas le sentiment aujourd'hui d'être si insulaire que ça, du fait de ce que je dis, ça n'empêche que je reste nommé insulaire par les gens du continent, en l'occurrence la métropole. Et ça, c'est quelque chose qui m'échappe aussi. Et parfois, c'est un handicap. Enfin, c'est un handicap. Parfois, c'est handicapant. C'est pas la même chose. C'est parfois aussi affligeant, énervant. Ça me plaît pas d'être parfois uniquement vu comme ah ben c'est quelqu'un qui vient de Nouvelle-Calédonie. Là-bas, c'est les îles, etc. On est aussi au monde. Hein? Un peu comme si les gens des continents penser le monde en termes continentaux, en oubliant que le monde c'est aussi des îles. Certes, en Océanie insulaire, nous ne sommes que 8 millions, ben, ça n'empêche que nous existons à 8 millions, et voilà. Et je crois que parfois, on est vu comme par la France métropolitaine comme des lointaines provinces, et avec un petit sourire condescendant. Bon, c'est un peu ennuyant. Mais par chance, d'autres territoires du monde, d'autres espaces du monde s'intéressent à notre insularité pour ce que nous sommes, à savoir des gens au monde qui ont un vécu au monde et qui ont quelque chose à dire. Et ça fait très plaisir de voir que quand des pays d'Amérique du Nord ou d'Europe ou d'Asie nous considèrent et nous font venir pour notre richesse et non pas pour la curiosité qu'ils ont de nous, mais pour la richesse qu'ils savent que nous détenons. Comme tout être humain, nous détenons des richesses.